Imaginez un village où chaque voisin peut devenir un accusé, où la peur invisible du diable s'infiltre dans chaque foyer, et où un simple soupçon peut condamner une vie entière. Bienvenue à Salem, à la fin du XVIIe siècle. La fin du XVIIe siècle marque une période complexe dans l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Un territoire encore jeune où cohabitaient espoir, peur et croyances profondes. Implantée principalement par des colons anglais protestants, cette région était structurée autour de communautés fortement religieuses, où la vie quotidienne était intimement liée à des convictions puritaines rigoureuses. Ces convictions imprégnaient non seulement la spiritualité, mais aussi la loi et la morale collective, ce qui renforçait un climat particulier entre ordre social et crainte du désordre. La société de cette époque était marquée par un fort contrôle social exercé par les autorités religieuses qui qualifiaient toute divergence d'hérésie ou d'immoralité. Les puritains cherchaient à bâtir une cité sainte, où les règles bibliques devaient régir chaque aspect de la vie. Cette vision fut un facteur déterminant dans le développement d'une mentalité où le péché était vu comme une menace à la fois spirituelle et sociale. L'angoisse liée à la possibilité d'une présence du mal a alimenté un terreau propice à la suspicion et à la surveillance mutuelle. Les structures politiques étaient également influencées par ces principes religieux. À Salem et dans ses environs, le gouvernement local exerçait une grande autorité, souvent mêlée au conseil des responsables religieux. Cette double autorité, civile et spirituelle, générait des tensions, surtout lorsque l'application stricte des règles morales conflictuait avec les réalités économiques et sociales. Le poids de la tradition anglaise se faisait sentir, mais il s'adaptait à un environnement aux conditions climatiques difficiles et aux rapports complexes avec les populations amérindiennes. Le climat social était aussi affecté par des facteurs économiques et démographiques. La région connaissait des mutations liées à la croissance des colonies et à la compétition pour les terres et les ressources. Nombre de familles vivaient dans des conditions précaires, en lutte contre la rudesse du climat et les incertitudes de l'agriculture. Cette précarité économique accentuait les tensions au sein des communautés, où la peur, souvent amplifiée par des croyances religieuses, pouvait déclencher des réactions collectives disproportionnées. Un contexte international pesait également sur l'état d'esprit des habitants. Les conflits entre les puissances européennes, notamment entre l'Angleterre et la France, ainsi que les affrontements avec les tribus indigènes, contribuaient à nourrir un sentiment de menace permanente. Cette anxiété collective renforçait la cohésion autour des valeurs traditionnelles et renforçait les mécanismes de contrôle social pour préserver l'unité face à des dangers réels ou perçus. Dans ce climat, l'idée que des forces surnaturelles pouvaient interférer avec la vie humaine gagnait en importance. La sorcellerie était perçue non seulement comme une hérésie, mais aussi comme une agression directe contre la communauté. Les récits de pactes avec le diable, de maléfices infligés par des individus, étaient pris très au sérieux. La peur de l'invisible et l'incapacité à expliquer certaines maladies ou catastrophes naturelles poussaient à chercher des responsables, souvent parmi les marginaux ou ceux qui dérogeaient aux normes communes. Les coutumes et traditions puritaines renforçaient cette méfiance envers l'inconnu. La lecture littérale des textes religieux et les sermons répétés alertaient sur le danger constant que représentait le satanisme. Les croyances populaires se mêlaient aux interprétations théologiques, créant un cadre mental où les accusations de sorcellerie devenaient une réponse logique à des événements perturbants. Cette perception collective instaurait une atmosphère où la peur devenait contagieuse. Par ailleurs, les différences sociales et familiales jouaient un rôle dans le déclenchement des conflits. Les divisions entre riches et pauvres, anciens combattants et nouveaux venus, œuvraient à exacerber les frustrations. Ces antagonismes se manifestaient parfois par des accusations, utilisées comme des armes sociales pour régler des comptes personnels ou renforcer des positions. La complexité des relations humaines au sein des villages contribuait à alimenter une spirale d'accusations mutuelles. À Salem, en particulier, ces tensions étaient exacerbées par la jeunesse de la colonie et par un accès limité aux ressources judiciaires modernes.
Le système légal reposait sur des témoignages souvent subjectifs, et les preuves admises englobaient des éléments d'ordre spirituel ou inexplicables. Cette réalité judiciaire, ancrée dans un mélange de droit anglo-saxon et de préceptes religieux, ouvrait la voie à des comportements juridiques que l'on qualifierait aujourd'hui d'irrationnels ou arbitraires. L'environnement naturel jouait également un rôle important. Les hivers rigoureux, les récoltes incertaines et les maladies saisonnières intensifiaient le sentiment de vulnérabilité. Ces difficultés matérielles renforçaient la foi en une intervention divine ou diabolique qui pouvait expliquer ces épreuves. Dans cette optique, le mal présent dans la société était rendu tangible par les manifestations supposées des forces infernales, qu'il fallait combattre pour assurer la survie. Par ailleurs, les expériences migratoires et les différences culturelles entre colons rendaient les communautés parfois fermées et méfiantes vis-à-vis des étrangers ou des personnes perçues comme différentes. Cette insularité favorisait la création de mythes locaux et de suspicions prolongées, aggravant la défiance qui régnait dans ces sociétés encore fragiles. La peur de l'altérité se traduisait souvent par un rejet des marginaux et des exclus. Ces conditions réunies ont préparé le terrain pour une série d'événements sans précédent dans l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. La combinaison d'une foi rigoureuse, de tensions sociales, d'une économie précaire et d'un système judiciaire peu flexible a créé une dynamique où la peur du mal s'est rapidement propagée. Cette peur a su trouver des expressions concrètes dans des accusations précises, entraînant des conséquences dramatiques pour les personnes surnommées sorcières. L'étude du contexte historique de cette époque permet de mieux comprendre les mécanismes d'adhésion collective à des croyances puissantes. Il montre aussi comment des facteurs multiples, économiques, sociaux, politiques et religieux se sont liés pour produire un phénomène atypique marqué par la peur, la suspicion et la justice expéditive. Il révèle enfin combien l'influence de ces croyances a laissé son empreinte sur l'histoire et la mémoire culturelle de la région. La Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle apparaît ainsi comme un espace chargé d'une tension entre désir d'ordre moral et réalité humaine complexe. Ce contexte précis explique pourquoi les événements qui ont suivi, notamment les procès de Salem de 1692, ont pu se produire dans un climat qui s'est enflammé rapidement. Cette analyse historique ouvre la voie à une exploration plus détaillée de ces procès, de leur déroulement et des conséquences durables sur la société américaine. Les origines de la peur de la sorcellerie dans les colonies. Dans la période qui précède les événements tragiques survenus à Salem, il est essentiel de comprendre les racines profondes de la peur de la sorcellerie au sein des colonies de la Nouvelle-Angleterre. Cette peur s'enracine dans un contexte culturel et religieux particulier, où les croyances et les valeurs des communautés puritaines imposaient une vision rigide du monde. Les puritains arrivaient avec une conscience aiguë de la lutte entre le bien et le mal, perçue comme une réalité tangible et présente dans leur environnement quotidien. Ainsi, la sorcellerie, ou l'usage de forces occultes, était envisagé non seulement comme une menace pour l'ordre social, mais aussi comme une offense grave contre la divinité et la moralité publique. Cette peur de la sorcellerie ne s'est pas manifestée brusquement au cours des procès de 1692. Elle était nourrie par un héritage religieux transmis depuis l'Europe, où les campagnes d'inquisition et les chasses aux sorcières avaient déjà laissé des traces durables dans l'imaginaire collectif. Les colons puritains, convaincus que le diable rôdait parmi eux, étaient prédisposés à interpréter les événements inhabituels, tels que les maladies inexpliquées ou les calamités, comme des actes de sorcellerie. La religion puritaine insistait sur la présence constante du mal et le devoir des croyants de le combattre activement au sein même de leur communauté. Les croyances populaires avaient également une influence non négligeable. Les traditions orales et les superstitions importées d'Europe se mêlaient aux réalités nouvelles du Nouveau Monde, créant une atmosphère dans laquelle les accusations de sorcellerie pouvaient se répandre rapidement. La peur, combinée à une faible compréhension des phénomènes naturels, incitait les individus à chercher des explications surnaturelles face à l'inattendu. Dans ce contexte,
les rumeurs et les soupçons pouvaient suffire à jeter l'opprobre sur un voisin, parfois sans preuve tangible, simplement fondée sur la méfiance et les tensions existantes. Le système judiciaire lui-même reflétait cette défiance. Les procédures d'accusation en matière de sorcellerie reposaient souvent sur des témoignages fragiles et des présomptions plus que sur des preuves solides. Les juges et les autorités, influencés par leurs propres croyances religieuses, acceptaient la validité d'éléments tels que les aveux obtenus sous pression ou les soi-disant preuves spectrales. Cette alliance entre la foi, la peur et le droit créait un cadre propice à la multiplication des accusations et à la légitimation de la persécution. Il convient également de noter l'impact des troubles sociaux et familiaux dans cette dynamique. La vie dans les colonies était marquée par des difficultés économiques, des conflits territoriaux et des tensions entre différentes familles ou groupes. Ces conflits pouvaient exacerber la méfiance et conduire à des accusations de sorcellerie, utilisées comme un moyen d'éliminer un rival ou d'exprimer des ressentiments. La fragilité de la cohésion sociale dans ce contexte historique favorisait une atmosphère d'anxiété collective, susceptible de se cristalliser dans la chasse aux sorcières. L'étude des documents issus de la période de 1692 révèle aussi les mécanismes sociaux à l'œuvre. Les femmes étaient particulièrement vulnérables aux accusations. Souvent désignées comme sorcières, en raison de leur position marginale ou de leur comportement déviant par rapport aux normes strictes de la société puritaine. La peur de la différence, combinée à une perception ambivalente des rôles féminins, renforçait cette stigmatisation. Les victimes des procès figuraient fréquemment parmi les plus fragiles ou les plus isolés, amplifiant ainsi le tragique de cette histoire. La peur de la sorcellerie s'alimente enfin d'une conception du mal qui mêle le religieux et le social. Elle joue un rôle de régulateur des comportements et de maintien de l'ordre en fixant des limites claires entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Dans ce cadre, la chasse aux sorcières peut être analysée comme une réaction à l'incertitude et à l'angoisse liées aux transformations que connaissait la société coloniale, confrontée à ses propres contradictions internes et à un environnement hostile. Le besoin de contrôle apparaît ainsi comme un facteur déterminant dans la naissance de cette hystérie collective. Malgré la dimension dramatique des procès, il est important de considérer que cette peur avait une logique interne, héritée d'un ensemble de croyances, de connaissances, mais aussi d'ignorance. Elle reflète une époque où l'explication rationnelle des phénomènes n'était pas toujours accessible, où la foi et la superstition se confondaient souvent. Comprendre ce contexte permet de saisir pleinement la complexité des événements de Salem et d'éviter une vision anachronique trop simplifiée de cette tragédie historique. Cette exploration des racines culturelles et religieuses illustre que la peur de la sorcellerie n'était pas une anomalie isolée, mais un phénomène profondément ancré dans la conscience collective des premières colonies de la Nouvelle-Angleterre. Elle éclaire les mécanismes à l'œuvre dans la formation d'une peur collective, qui, faute de maîtrise, a conduit à des excès aux conséquences humaines dramatiques. Ce panorama historique constitue une étape essentielle pour aborder la compréhension des procès eux-mêmes et leur impact durable sur la société américaine. Avec cette base historique et culturelle en tête, il devient possible d'examiner plus en détail la nature des accusations portées, les procédures judiciaires et les figures impliquées lors de la période de 1692. L'étude de ces procès révèle les tensions sociales et psychologiques qui ont alimenté cette crise et ouvre la voie à une réflexion plus approfondie sur les conséquences de cette hystérie collective dans l'histoire des États-Unis. Le village de Salem et sa population. Le village de Salem, situé dans la région de la Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle, était à l'époque un ensemble de petites communautés où la vie quotidienne était largement régie par la religion puritaine et les traditions patriarcales. Fondé principalement par des colons anglais, ce village reflétait les valeurs rigoureuses et souvent intolérantes de la société puritaine. Les habitants vivaient dans un environnement rural, partagé entre agriculture modeste, petites activités commerciales
et échanges communautaires. Les hivers y étaient rigoureux et influençaient fortement le rythme de vie, dictant la durée des activités extérieures. Chaque foyer était essentiellement une cellule économique autonome où hommes et femmes tenaient des rôles bien définis. L'homme assurait la gestion des terres et la défense du foyer, tandis que la femme s'occupait de la maison, de la cuisine et de l'éducation des enfants. L'entraide, bien que présente, restait strictement encadrée par des règles tacites dictées par l'Église locale. Cette dernière occupait une place centrale dans la communauté, non seulement en tant que lieu de culte, mais également comme institution régulatrice des comportements sociaux et judiciaires. Salem comptait alors environ 1000 habitants répartis entre le village principal et quelques hameaux périphériques. Face aux difficultés liées à la nature, notamment les terres parfois ingrates et les ressources limitées, un esprit d'endurance et de solidarité semblait s'imposer. Toutefois, sous cette apparente cohésion se développaient peu à peu des tensions internes, liées à des différends fonciers, à des rivalités entre familles et à des oppositions sur l'interprétation des préceptes religieux. Ces conflits étaient souvent exacerbés par la peur omniprésente des forces maléfiques que l'on associait à la sorcellerie. Dans ce contexte, le rôle du clergé était double. En plus d'enseigner les textes sacrés, il devait maintenir la discipline morale et veiller à ce que chacun respecte scrupuleusement les règles de la communauté. L'autorité spirituelle détenue par les ministres puritains avait donc un impact majeur sur les décisions locales, qu'elles soient de nature juridique, sociale ou économique. Cette concentration du pouvoir dans le domaine religieux contribuait à créer une atmosphère où l'intolérance et la suspicion trouvaient un terreau favorable pour s'épanouir. Au sein du village, la diversité sociale incluait des familles riches, possédant de vastes terrains, des artisans et marchands aux moyens plus modestes, ainsi que des serviteurs et travailleurs salariés. Malgré cette hiérarchie, les différences semblaient moins marquées que dans d'autres colonies du fait d'une certaine homogénéité culturelle et religieuse. Néanmoins, chaque foyer veillait à préserver son rang et son influence, ce qui menait fréquemment à des disputes autour des terres, des héritages et des alliances matrimoniales. Un facteur important dans l'évolution des tensions à Salem fut la situation économique. Durant les années précédant la crise, la région traversa une période de difficulté due à la concurrence accrue entre colonies voisines, à l'absence de ressources naturelles abondantes et aux limitations imposées par la monarchie anglaise en matière de commerce. Ces contraintes renforcèrent la pression sur les habitants, qui cherchaient à protéger leurs moyens de subsistance et à conserver leur place dans la hiérarchie locale. En parallèle, la peur des attaques extérieures, qu'elles fussent menées par des Amérindiens ou des nations rivales, nourrissait un climat général d'insécurité. Ce contexte de menace permanente justifiait pour beaucoup un contrôle social accru, justifié par la nécessité de préserver la pureté de la communauté. Chaque comportement déviant, chaque signe d'hostilité ou de désaccord pouvait rapidement être interprété comme une manifestation de force surnaturelle ou subversive. Ainsi, les populations de Salem vivaient dans une coexistence fragile, où la solidarité pouvait se transformer en suspicion et la foi en instrument de répression. Cette ambiance précaire alimentait des rivalités latentes entre familles, souvent liées à des différends territoriaux et économiques. Des alliances s'établissaient temporairement, mais elles restaient fragiles face à la pression constante exercée par la peur et par le pouvoir exercé par les chefs religieux. Bien que la vie quotidienne conservât un rythme marqué par le travail de la terre, les célébrations religieuses et les pratiques communautaires, elles étaient traversées par une inquiétude sourde, imperceptible pour les observateurs extérieurs. Cette inquiétude devint plus sensible avec le temps, quand certains habitants commencèrent à associer des malheurs personnels à des actes de maléfice supposés. Les croyances populaires en une réalité concrète du diable et de la magie noire étaient alors répandues, renforcées par les sermons et les récits d'anciennes traditions européennes importées par les colons. Dans cette société fermée et marquée par l'autorité morale, le moindre écart pouvait engendrer un isolement rapide.
La peur du regard des autres et la crainte des sanctions publiques participaient à une surveillance mutuelle intense, où les moindres gestes étaient interprétés à travers le prisme de la suspicion. Ainsi, les tensions quotidiennes prirent peu à peu une forme plus obsessionnelle, incitant certains à chercher des coupables dans leur propre communauté. L'organisation sociale de Salem reposait aussi sur un système légal, hérité du droit anglais mais adapté à la réalité coloniale. Les tribunaux locaux, composés de membres influents de la société, étaient responsables de trancher les conflits, d'appliquer les sanctions et de maintenir l'ordre. Ce système fonctionnait en étroite collaboration avec l'Église, dont la doctrine orientait les jugements et la définition même des délits. La notion de crime y comprenait alors des offenses religieuses, non seulement des actes matériels. Une attention particulière était portée aux transgressions supposées liées à la sorcellerie, car cette menace était perçue comme une attaque contre l'ensemble de la communauté. Les récits de sorcières et de magiciens maléfiques avaient une origine ancienne, mêlant légendes européennes et superstitions héritées des premiers colons. Ces histoires circulaient dans les familles, souvent amplifiées par la peur collective, et étaient prises au sérieux par les autorités religieuses. Salem n'était pas une communauté isolée dans cette croyance. De nombreuses régions américaines partageaient ces convictions, parfois à des degrés différents. Toutefois, les particularités sociales, économiques et politiques de cette localité firent que ces croyances prirent une dimension particulièrement explosive. Les structures de la société, les rivalités entre habitants et la puissance du clergé créèrent une dynamique unique où la peur devint un moteur puissant susceptible de déclencher des événements tragiques. En somme, le village de Salem était une microcosme aux multiples facettes. Son portrait révèle une société capable de solidarité et d'endurance, mais également vulnérable aux tensions internes et à la peur de l'autre, qu'il soit réel ou imaginaire. La complexité de cette organisation sociale, marquée par des inégalités, des croyances fortes et une hiérarchie rigide, prépare le terrain sur lequel allait se produire la célèbre crise de l'accusation de sorcellerie. La compréhension profonde de ce microcosme est essentielle pour saisir les mécanismes qui conduisirent à la multiplication des accusations en l'année 1692, ainsi qu'à l'ampleur de l'hystérie collective. La suite de ce récit nous conduira à explorer précisément comment ces tensions accumulées se sont manifestées dans les procès, changeant à jamais le visage de cette communauté. L'apparition des premiers cas d'accusation. Au cours de l'année 1692, dans la petite communauté de Salem Village en Nouvelle-Angleterre, un phénomène de grande portée prit forme, mêlant croyances, peur et tensions sociales. Ce phénomène débuta par l'apparition de symptômes mystérieux chez plusieurs jeunes filles. Ces dernières, issues de familles modestes, commencèrent à manifester des comportements inhabituels, incluant cris soudains, convulsions et crises inexpliquées. Ces manifestations troublantes suscitaient une certaine inquiétude parmi les habitants, qui étaient déjà soucieux des menaces perçues dans leur environnement, entre incertitude économique et pression religieuse stricte. Les proches des jeunes victimes, ne trouvant pas d'explication naturelle à ces troubles, évoquèrent rapidement l'intervention de forces maléfiques. Cette interprétation s'appuyait sur un contexte culturel marqué par un profond attachement aux croyances puritaines, où le diable et la sorcellerie étaient considérés comme des ennemis tangibles de la communauté et de la foi. Il était alors naturel, pour beaucoup, d'attribuer à la sorcellerie ces événements troublants. C'est ainsi que l'accusation de sorcellerie commença à prendre forme, portée par les témoignages même des jeunes filles, dont les récits détaillaient des rencontres avec des figures surnaturelles et des pratiques occultes. Le rôle des autorités locales fut déterminant à ce stade. Les magistrats de Salem, confrontés à cette situation inédite, choisirent d'agir en enquêtant formellement sur ces allégations. Ils recueillirent les dépositions des accusateurs, en particulier celles des jeunes filles, Abigail Williams et Anne Putnam, qui devinrent rapidement les figures centrales de ces premières accusations publiques. Leurs témoignages, à la fois convaincants et spectaculaires,
légitimèrent l'idée que la communauté faisait face à une menace surnaturelle. Cette dynamique renforça la peur collective et constituant un point de départ pour une série de procédures judiciaires sans précédent. Ces premiers actes d'accusation révélèrent aussi des fractures profondes au sein même de Salem Village. Rivalité familiale, différends fonciers et tensions anciennes se mêlèrent aux accusations, alimentant une atmosphère propice à la méfiance et à la suspicion. Le contexte social et religieux rigide, conjugué à une méconnaissance scientifique des phénomènes psychologiques ou médicaux en jeu, créa un terreau fertile pour la multiplication des plaintes et des dénonciations. Le caractère public des procès amplifia l'impact sur la société locale, générant une onde de choc qui allait dépasser rapidement les frontières du village. Le cadre procédural choisi par les magistrats reflétait une convergence entre droit civil et droit religieux, propre aux colonies puritaines. Les procès reposaient sur des témoignages souvent indirects et sur des preuves de nature inhabituelle, telles que les marques du diable. La présomption d'innocence n'était pas toujours respectée, et la parole des jeunes filles accusatrices prenait une importance particulière. Cela conduisit à un processus judiciaire où la peur et l'émotion pouvaient influencer les décisions, remettant en question les principes d'équité et de preuve rationnelle. Ce climat d'hystérie collective engendra une escalade rapide des accusations. Ce qui avait débuté comme une série de cas isolés se transforma en une véritable chasse aux sorcières. Touche à presque toutes les familles de la région. Les témoins, les accusés et même les simples curieux furent entraînés dans cet engrenage où la raison se trouvait souvent supplantée par la panique et l'intolérance. Des dizaines de personnes furent impliquées dans ces procédures, certaines finissant en prison, d'autres confrontées à des condamnations beaucoup plus sévères. L'impact de cette dynamique fut profond sur le tissu social de la Nouvelle-Angleterre. Il est crucial de considérer également l'héritage que ces événements laissèrent. Les procès de Salem sont devenus au fil du temps un symbole puissant des dangers liés à la peur irrationnelle et à la persécution judiciaire. Ils témoignent d'une époque où la foi et la superstition pouvaient dominer la justice et influencer l'ordre public. L'analyse historique de cette période révèle la complexité des facteurs en présence, mêlant sociologie, religion et psychologie collective. Ce regard rétrospectif éclaire non seulement l'histoire locale, mais aussi les mécanismes universels de l'hystérie sociale. Au-delà de la simple évocation des faits, il est intéressant d'observer comment ces premières accusations fonctionnaient comme un catalyseur d'une crise plus large. Elles mirent en lumière des tensions sous-jacentes dans une société en quête d'identité et de sécurité face à un monde perçu comme hostile. Le pouvoir des témoignages et la confiance accordée aux jeunes filles accusatrices furent des éléments déterminants dans la propagation rapide de cette crise. Le rôle des institutions judiciaires, tout en tentant de maintenir l'ordre, contribua à légitimer ces suspicions, accentuant ainsi la portée de la tragédie. Ce processus initial fut marqué par une augmentation progressive de la gravité des accusations. Au fur et à mesure que le nombre de cas augmentait, les autorités durent faire face à des demandes croissantes de justice et de clarté. Le tissu social était devenu si tendu que chaque nouvelle accusation signifiait une nouvelle déchirure. Des familles entières furent divisées et la confiance entre voisins se dégrada considérablement. Cette situation renforça l'importance des mécanismes judiciaires et sociaux, tout en révélant leurs limites face à une crise alimentée par des peurs profondes. L'importance de comprendre ces premiers instants d'accusation réside dans la manière dont ils posèrent les bases d'une série d'événements qui allaient marquer durablement l'histoire américaine. Ces procès ne furent pas seulement une lutte juridique contre la sorcellerie, mais également une confrontation entre des valeurs, des croyances et des peurs. Leur déroulement met en lumière le rôle crucial de la parole et de la croyance dans une société en mutation. Ils illustrent aussi les dangers d'un système où la justice peut être prise en otage par la peur et la suspicion. Ainsi, la montée des accusations en 1692 apparaît comme un phénomène complexe,
mêlant facteurs psychologiques, sociaux et religieux. La petite communauté de Salem devint le théâtre d'une tragédie collective dont les répercussions dépassèrent largement le cadre local. Cette période suscite aujourd'hui encore des réflexions profondes sur la nature humaine, la justice et l'influence des croyances. Elle reste une leçon sur la fragilité des mécanismes sociaux face à l'incertitude et au conflit. En observant ce déroulement avec le recul historique, il est possible de discerner les signes annonciateurs de la poursuite des événements, où la peur collective allait engendrer de nouvelles accusations et des procès toujours plus nombreux. La compréhension de ces premières étapes nous prépare à appréhender la suite de cette histoire, marquée par une intensification des persécutions et des conséquences très tragiques pour la communauté tout entière. Le témoignage de cette période reste un rappel incontournable de la nécessité de vigilance face aux mécanismes de peur et d'exclusion. Le rôle des tribunaux et des procédures légales. Les tribunaux de Salem fonctionnaient dans un cadre juridique propre à la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, fortement influencé par les traditions anglo-saxonnes et les croyances religieuses, profondément ancrées dans la communauté puritaine. Le système judiciaire reposait sur des codes stricts où la preuve écrite et orale occupait une place centrale, mais les circonstances particulières de l'hystérie collective amenèrent à des pratiques d'un ordre inhabituel dans le contexte juridique, classique. La nature exceptionnelle des procès s'explique par la prévalence du témoignage basé sur des visions, des rêves ou des convulsions inexpliquées, que l'on interprétait alors comme des manifestations tangibles du mal spirituel. Le tribunal de première instance était présidé par des magistrats locaux, souvent eux-mêmes membres influents de la société. Leur rôle impliquait de recueillir les accusations portées contre les prétendues sorcières, d'écouter les dépositions des témoins et des victimes, et de statuer sur l'opportunité de poursuivre les enquêtes ou d'ordonner l'arrestation des inculpés. Ce système reposait sur une procédure inquisitoire, où le doute profitait rarement à l'accusé, surtout lorsque les preuves s'amoncelaient autour de témoignages concordants. Par ailleurs, la loi en vigueur autorisait l'usage de preuves indirectes, telles que l'existence d'objets supposés maudits, ou encore des comportements jugés suspects dans la vie quotidienne des accusés. Une caractéristique essentielle des procédures judiciaires tenues à Salem était le poids accordé aux témoignages de jeunes filles, dont les crises et les convulsions étaient interprétées comme des preuves tangibles de la possession démoniaque ou de la sorcellerie. Ces jeunes femmes jouaient un rôle déterminant lors des audiences, leurs récits induisant souvent la peur et la suspicion parmi les juges et le public. Néanmoins, malgré l'absence de preuves scientifiques ou matérielles solides, les tribunaux validaient régulièrement ce type de témoignage face au péril perçu que représentait la sorcellerie pour la société entière. Cette confiance aveugle dans ce mode de preuve bouleversa l'équilibre habituel du droit anglais et ouvrit la voie à une série de condamnations rapidement exécutées. Les interrogatoires menés auprès des accusés suivaient des pratiques qui de nos jours paraîtraient peu conformes à la justice. Pression psychologique, isolement et parfois l'usage de la torture ou de menaces. Ces méthodes visaient à obtenir des aveux, considérés comme la preuve la plus solide du crime de sorcellerie. Or, plusieurs accusés nient jusqu'à la fin leur culpabilité, ce qui leur vaut des peines souvent plus sévères, dans la mesure où le refus d'aveu était interprété comme un signe de défiance envers Dieu et les autorités civiles. Certaines personnes furent même poussées à dénoncer d'autres membres de la communauté, amplifiant ainsi la spirale de l'hystérie et des condamnations. Il est important de noter l'emploi de la preuve dite de la marque du diable, une marque corporelle suspectée d'avoir été laissée par un pacte avec le malin. Les médecins et experts faisaient alors la ronde pour localiser ces marques, souvent de simples grains de beauté ou taches de naissance, mais considérés comme indiscutables éléments de preuve à l'époque. Cette utilisation d'impulsions pseudo-scientifiques pour justifier des accusations ajoute une dimension particulière à la nature des jugements rendus. La science naissante, encore imbibée de croyances superstitieuses, fut ainsi instrumentalisée pour légitimer des procédures souvent plus judiciaires que médicales.
Les procès s'étendirent sur plusieurs mois, avec l'instruction de plus d'une centaine de cas qui concernèrent aussi bien des hommes que des femmes, bien que ces dernières étaient majoritairement visées. Parmi les accusés, certaines figures émergèrent par leur notoriété ou par la gravité des accusations portées contre elles. C'est le cas notamment de femmes âgées ou marginalisées, qui semblaient incarner aux yeux des voisins une menace à l'ordre social. Les sentences prononcées allaient de la détention prolongée à la peine capitale par pendaison, qui fut appliquée à une vingtaine d'individus. Ces exécutions publiques illustrèrent le message fort destiné à maintenir le contrôle social dans une période perçue comme instable et dangereuse. Le contexte religieux joua un rôle majeur dans l'orientation des décisions judiciaires. L'Église puritaine considérait la sorcellerie non seulement comme un crime civil, mais surtout comme une offense spirituelle majeure. Les magistrats considéraient donc leur fonction comme un devoir moral, mêlant justice terrestre et sanction divine. Cette religiosité intense explique en partie la sévérité des jugements, souvent imprégnée d'une volonté de purification communautaire. La peur d'une contagion spirituelle, d'une corruption de la foi, sous-tendait chaque étape dans le déroulement des procès. L'utilisation des preuves testimoniales non corroborées, le rôle disproportionné accordé aux plaintes de mineurs, ainsi que la pression exercée sur les accusés pour obtenir des aveux, ont conduit à une crise judiciaire profonde. Les erreurs judiciaires apparurent rapidement évidentes pour certains membres de la communauté et autorités supérieures. Les nombreux témoignages postérieurs dénonçant les méthodes abusives permirent d'initier des revues de procédures, conduisant à des libérations et des réhabilitations partielles des victimes. Ce processus complexe illustre les tensions entre croyances collectives, droit écrit et conscience morale que traversait la société de Nouvelle-Angleterre. Les archives judiciaires de Salem révèlent en détail le déroulement des procès, constituant une source précieuse pour comprendre les mécanismes d'une hystérie collective alimentée par un système légal rigide. L'étude de ces documents montre comment les preuves à l'époque ne correspondaient pas aux critères modernes de justice, mais s'inséraient dans une logique où la survie spirituelle de la communauté primait sur les droits individuels. Ces procès laissèrent un héritage juridique lourd, rappelant les dangers d'un jugement influencé par la peur et les préjugés au lieu d'une évaluation objective des faits. En conclusion, les tribunaux de Salem furent le théâtre d'un paradoxe entre un système juridique formel et des pratiques judiciaires largement influencées par la peur, la suspicion et un contexte religieux étroit. Leur rôle fut décisif dans l'escalade de l'angoisse sociale et dans la perpétuation d'une tragédie humaine dont les répercussions se font sentir bien au-delà de cette époque. Ce passé judiciaire invite à une réflexion continue sur les limites du droit face à l'émotion collective et aux croyances irrationnelles, question toujours pertinente dans nos sociétés contemporaines. Cette analyse ouvre la voie à un examen plus approfondi des conséquences culturelles et symboliques des procès, qui sera exploré dans la suite. Les mécanismes de l'hystérie collective. La vie dans ces villages était marquée par une forte cohésion sociale, mais aussi par une peur sous-jacente des forces surnaturelles et de la sorcellerie. Le puritanisme imposait une discipline morale stricte, ainsi qu'une lecture de chaque événement sous un prisme religieux. La manifestation de comportements jugés déviants ou inexplicables était immédiatement interprétée comme une œuvre du diable. Cette lecture engendrait une tension constante qui pouvait facilement basculer dans l'accusation et la stigmatisation. Dès lors, un facteur majeur à considérer est la peur au quotidien et l'angoisse face à des phénomènes que le raisonnement rationnel ne parvenait pas toujours à expliquer. La maladie, les malheurs ou les conflits personnels, souvent présents au sein de ces petites sociétés isolées, étaient interprétés comme des signes de malédiction ou d'influence démoniaque. La peur devint ainsi un moteur puissant pour les individus qui cherchaient à protéger leur communauté tout en essayant de comprendre l'incompréhensible. Cette atmosphère particulièrement anxiogène fit alors croître les accusations, souvent dès le moindre incident. Les témoignages se multiplièrent, notamment ceux des enfants,
qui suscitait une attention disproportionnée des autorités. Le climat hystérique fut également nourri par des rivalités personnelles et des jalousies dissimulées parmi les habitants. Dans ce cadre, les conflits intérieurs furent projetés sur la figure collective des supposées sorcières. Il convient aussi d'évoquer le rôle des institutions judiciaires et religieuses, qui participèrent à l'amplification de cette panique collective. Ayant la responsabilité de maintenir l'ordre moral et social, elles utilisèrent des méthodes d'enquête et des preuves, comme les aveux extorqués ou l'usage d'éléments surnaturels, qui renforçaient l'idée d'une menace réelle et imminente. Cela contribua à valider et légitimer les accusations, même en l'absence de preuves tangibles. Le phénomène de contagion mentale en est un autre aspect déterminant. Les individus, confrontés aux récits répétitifs et à l'atmosphère anxiogène, adoptèrent à leur tour les sentiments d'angoisse, convaincus de la présence tangible du mal. Cette spirale émotionnelle eut pour conséquence que des personnes initialement sceptiques purent à terme devenir victimes elles-mêmes des accusations, illustrant la complexité d'une hystérie collective auto-alimentée. Dans le même ordre d'idées, il est crucial de comprendre que les pratiques culturelles et les traditions ancestrales jouèrent un rôle ambivalent. Si certaines voyaient dans la sorcellerie une superstition archaïque condamnée, d'autres conservaient une croyance profonde dans les forces occultes. Le choc entre ces visions du monde alimenta la crise, donnant une dimension symbolique à l'ensemble des événements et renforçant la peur d'une infiltration maléfique parmi eux. L'historicité de cette tragédie ne peut être dissociée des conditions économiques et sociales. La rivalité sur les terres, les problèmes d'héritage et les tensions entre différentes familles n'étaient pas rares. Ces conflits ne trouvèrent pas toujours de résolution pacifique, d'où l'utilisation du prétexte de la sorcellerie comme moyen de régler indirectement des différends personnels. Cette instrumentalisation accentua la prolifération des accusations. Dans une perspective psychologique, le mécanisme de bouc émissaire mérite une attention particulière. Face à une menace diffuse, les communautés tendent à identifier un responsable qu'elles peuvent isoler et punir. Ce réflexe protège le groupe en canalisant la peur, mais libère aussi des pulsions plus violentes. Ainsi, la figure de la sorcière devint un catalyseur des angoisses collectives, polarisation facilitée par des discours promus par certains leaders religieux et sociaux. Plusieurs auteurs ont mis en lumière que ce type d'hystérie collective n'était pas propre à Salem. En effet, des épisodes similaires se manifestèrent dans différents contextes à travers l'histoire, exprimant un mécanisme universel dans les sociétés humaines sujettes au stress et à l'incertitude. C'est cette compréhension globale qui éclaire aujourd'hui l'importance d'une analyse lucide, débarrassée des mythes et des stéréotypes sur la sorcellerie. L'étude des procès de 1792 montre aussi leur effet durable sur la mémoire collective américaine. Cette période s'est devenue un symbole d'injustice et de fanatisme, mettant en garde contre les dangers de la peur incontrôlée et du jugement sans preuve. Le regard contemporain sur ces événements révèle une prise de conscience qui invite à la vigilance face à toute forme d'hystérie sociale semblable. Ces faits nous rappellent que l'histoire ne se limite pas à une succession d'événements, mais qu'elle résulte de l'interaction complexe entre l'esprit humain, les relations sociales et les constructions culturelles. Comprendre ce qui a mené à l'hystérie de Salem, c'est sonder les profondeurs des mécanismes psychiques et sociaux qui peuvent, sous certaines conditions, engendrer des crises collectives majeures. Dans cette perspective, l'examen des sources disponibles, des documents judiciaires aux témoignages, ouvre un champ riche d'informations. Il permet de saisir non seulement le déroulement des procédures, mais aussi l'atmosphère dans laquelle elles prirent place. Le travail des historiens rend accessible cette réalité nuancée, rappelant l'importance de la rigueur dans l'étude des phénomènes humains d'une telle ampleur. Enfin, le legs de l'hystérie de Salem conduit à une réflexion continuelle sur la justice, la peur et la responsabilité collective. Les conséquences humaines furent dramatiques, avec la condamnation injuste de nombreuses personnes et un traumatisme perceptible dans la société qui suivit. Ce passé demeure une leçon sur les précautions à prendre face aux émotions collectives
qui peuvent déformer la vérité et briser des vies. Ainsi, en explorant les racines de cette peur irraisonnée et de cette montée en puissance des accusations, il est possible d'en tirer des enseignements. Ceux-ci servent à mieux comprendre comment éviter que de tels phénomènes ne se reproduisent aujourd'hui, dans des contextes différents, mais également vulnérables à l'hystérie sociale. Ce long cheminement mental et social est crucial pour appréhender la complexité des comportements humains. Cette analyse prépare le terrain pour une étude plus approfondie du déroulement précis des procès et des décisions judiciaires qui marquèrent cette période. La compréhension des mécanismes d'influence, des stratégies de défense et des répercussions sur la communauté offre une perspective encore plus détaillée sur cette tragédie historique. Nous aborderons ces éléments dans le prochain exposé. Le profil des personnes accusées et leur destin. Les personnes accusées lors des procès des sorcières de Salem appartenaient à des profils sociaux et économiques variés, bien que certaines tendances puissent être identifiées. La majorité de ces individus vivaient dans des communautés rurales de la Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle, souvent dans des fermes isolées ou des petits villages. Leur position sociale oscillait généralement entre la classe moyenne de subsistance et les conditions modestes, avec un certain nombre d'entre eux appartenant à la population pauvre ou marginalisée. Parmi les accusés, on trouve aussi bien des hommes que des femmes, bien que la majorité fût féminine, ce qui reflète les croyances culturelles de l'époque concernant la susceptibilité des femmes à la sorcellerie. Les caractéristiques sociales jouaient un rôle important dans les accusations. Plusieurs accusés étaient des personnes déjà marginalisées par leurs voisins, à cause de conflits personnels, d'un tempérament difficile ou de différences économiques marquées. Par exemple, certaines familles connaissaient des litiges fonciers ou des rivalités communautaires qui pouvaient alimenter la méfiance et les accusations. La peur de l'inconnu et le besoin de trouver des coupables lors de périodes d'instabilité sociale ont intensifié cette dynamique. Par ailleurs, certaines femmes accusées n'avaient pas de mari, ce qui leur conférait une position vulnérable dans une société patriarcale où l'autorité masculine prédominait. Sur le plan économique, beaucoup des accusés dépendèrent de l'agriculture et de l'élevage, des activités saisonnières et souvent précaires dans la région. Les conditions climatiques difficiles et les tensions avec les populations autochtones rendaient la vie quotidienne complexe et source de stress. Cette instabilité pouvait exacerber la recherche de boucs émissaires, notamment dans le cadre des croyances religieuses très strictes qui dominaient ces communautés calvinistes. Les disparités économiques se manifestaient aussi parfois par des différences dans la possession de terres, le statut social et l'accès aux ressources, renforçant les conflits entre voisins. Les procédés judiciaires suivis lors des procès étaient organisés selon les normes légales de l'époque, bien que fortement influencés par des considérations religieuses et superstitieuses. L'accusation reposait souvent sur des témoignages issus de visions, d'hallucinations ou d'interprétations subjectives des comportements des accusés. La notion de preuve tangible était largement subordonnée à la croyance en l'existence réelle de la magie et des pactes avec le diable. Il n'était pas rare que des preuves se basent sur la détection de marques supposées être des signes de sorcellerie sur le corps des accusés ou sur les réactions interprétées lors d'interrogatoires. Au fil des procès, le sort des accusés varia considérablement selon la nature des accusations et les réponses qu'elles apportaient. Certains bénéficièrent de procès rapides et furent acquittés par manque de preuves, tandis que d'autres subirent des détentions prolongées, des interrogatoires sous pression et des condamnations sévères. Parmi ceux-ci, des peines de prison, des châtiments corporels ou l'exécution furent ordonnés. Notamment, 13 personnes furent condamnées à mort et exécutées, principalement par pendaison, tandis qu'une autre femme fut accusée de sorcellerie et mise à mort par Césarée. D'autres étrangers à cette tragédie furent accusés mais finirent par être libérés après avoir renoncé à leur confession ou bénéficié des interventions de personnes influentes. Les accusations portaient souvent sur des actes perçus comme déviants ou dangereux pour la communauté, tels que la malédiction des récoltes, les maladies inexpliquées ou des décès soudains. Ces chefs d'accusation, bien que formulés dans un langage religieux,
reflétaient également des tensions sociales profondes. Les femmes âgées, les marginaux et les individus perçus comme différents ou autonomes deviendraient souvent des cibles privilégiées. Ces groupes souffraient d'une impression d'ostracisme accentuée par le contexte religieux rigide qui valorisait la conformité sociale et condamnait le doute ou la différence. Un aspect notable de ces procès réside dans le rôle des enfants comme témoins clés. Plusieurs jeunes filles furent à l'origine des accusations, notamment Abigail Williams et Betty Paris, dont des actes et des déclarations aux caractéristiques théâtrales influencèrent grandement la conduite des procédures. Leur témoignage fut souvent pris pour argent comptant, même si son fondement était fragile ou influencé par des pressions familiales, sociales ou psychologiques. Ce phénomène illustre la complexité des interactions entre jeunes et adultes dans ce contexte de peur collective, où l'autorité des enfants fut paradoxalement amplifiée. Les procès se déroulèrent dans un climat d'inquiétude croissante, où chaque aveu pouvait engendrer de nouvelles accusations et propager ainsi une chaîne d'inquisition. Les confessions obtenues dans des conditions difficiles contribuaient à la logique d'auto-renforcement de l'hystérie. Ces déclarations souvent contredites dans un contexte rationnel furent néanmoins prises au sérieux par les tribunaux, conduisant à un recours systématique à la peine capitale pour dissuader la sorcellerie. La rapidité des verdicts et la sévérité des peines reflètent l'état d'esprit de la communauté à cette période. Les conséquences personnelles et familiales des condamnations furent dévastatrices. Les familles des accusés perdaient souvent leurs terres et biens, marquées par la honte sociale et la peur des représailles. Certaines furent contraintes à la migration ou à la ruine économique. Ce passé tourmenté associa à jamais les noms des victimes à une sombre page de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre, où la justice fut subordonnée à la peur et à la superstition collective. La mémoire de ces personnes demeure cependant, témoignant de l'importance de la vigilance face aux excès sociaux. Sur un plan plus large, cette tragédie a profondément influencé la conscience historique et juridique aux États-Unis. Elle constitue un exemple emblématique des dangers liés à la peur de l'autre et à la manipulation religieuse au sein d'une communauté. Le souvenir de ces événements encourage la réflexion sur les droits fondamentaux, la présomption d'innocence et la nécessité d'un procès équitable. Les procès de Salem sont ainsi devenus un symbole important dans la lutte contre les injustices fondées sur la superstition et les préjugés. La complexité des profils individuels des accusés révèle également la nature multifactorielle de cette hystérie collective. Ce ne fut pas uniquement une chasse aux sorcières au sens magique du terme, mais un révélateur des tensions sociales, économiques et culturelles d'une époque troublée. Comprendre ces dimensions permet d'appréhender avec plus de nuances cette période et d'éviter les simplifications souvent véhiculées autour de cet épisode historique. Ces récits et témoignages déposés dans les archives de la région sont encore étudiés pour mieux cerner les mécanismes de cette dynamique. Leur analyse attentive offre des enseignements précieux sur la manière dont une société peut basculer dans la peur irrationnelle et se retourner contre ses membres les plus vulnérables. Ils invitent à ne jamais sous-estimer le poids des conditions sociales dans des situations d'angoisse collective prolongées. Les procès des sorcières de Salem restent ainsi un objet majeur de réflexion pour l'histoire sociale. Dans ce contexte, il est crucial de considérer aussi les mécanismes internes de soutien et de résistance à l'intérieur même des communautés. Certains habitants exprimèrent à diverses reprises des doutes ou des critiques à l'encontre de la procédure, ce qui permit de ralentir le processus d'exécution et d'éviter un nombre encore plus important de victimes. Ces interventions témoignent de l'existence d'une conscience critique, même en période de tension extrême, et rappellent la complexité des réponses humaines aux crises sociales. Cette diversité des attitudes face à la peur collective souligne l'importance des réseaux sociaux et des groupes familiaux dans la protection des individus. Le soutien moral, parfois l'intervention juridique ou l'appui économique jouèrent un rôle dans la survie de certains accusés au terme de ces épreuves dramatiques. Ces éléments sont essentiels pour comprendre la dynamique de crise vécue par ces populations face aux accusations de sorcellerie,
et au climat de suspicion généralisée qui caractérisa leur époque. Grâce à cette analyse détaillée des profils, il est possible de saisir que la grande majorité des accusés n'étaient ni des figures marginales obscures, ni des criminels notoires, mais souvent des membres intégrés, bien que parfois fragiles, d'une société en proie à un stress intense. Cette communauté se retrouva confrontée à une épreuve singulière où la peur, la jalousie et les rivalités se mêlèrent pour produire un engrenage tragique difficile à maîtriser ou à stopper une fois engagé. L'ensemble de ces éléments ouvre la voie à une compréhension approfondie du déroulement des procès et des conséquences pour les individus concernés, permettant ainsi un aperçu clair et objectif de cette partie de l'histoire. Le regard porté sur les destins personnels et sociaux des accusés enrichit la réflexion historique au-delà du simple récit judiciaire, offrant un éclairage sur la complexité humaine face aux mécanismes d'angoisse collective. La suite de cette exploration portera sur les conditions de détention et les interrogatoires subis par les accusés, ainsi que sur l'impact psychologique et physique de ces épreuves. Ce prolongement permettra d'approfondir encore davantage la connaissance des réalités vécues au cours de ces procès et d'envisager les motivations et réactions des personnes impliquées dans cette période tumultueuse. L'intervention des autorités extérieures. L'arrivée des autorités extérieures à Salem intervient dans un contexte d'agitation croissante, alors que les procès pour sorcellerie ont déjà causé de profondes divisions au sein de la communauté locale. Ces visiteurs, souvent envoyés par le gouvernement colonial ou désignés par des instances judiciaires plus élevées, apportent avec eux une perspective différente sur les événements et une approche plus codifiée du droit. Leur présence marque un tournant décisif dans la manière dont les accusations sont traitées. Ils cherchent non seulement à rétablir l'ordre, mais aussi à tempérer l'hystérie qui s'est emparée de Salem depuis plusieurs mois. Dans leur esprit, la justice doit redevenir une démarche rationnelle et mesurée. Parmi les premiers à arriver figure un juge expérimenté, très respecté pour sa rigueur et son impartialité. Il ne porte pas de jugement hâtif et cherche à examiner chaque cas sous un angle légal strict. La procédure est ainsi recentrée sur des preuves tangibles, contrairement aux témoignages souvent basés sur des présomptions et des émotions. Ce changement méthodologique fait entendre une voix nouvelle dans cette période de tension. Et il est accueilli avec un certain soulagement par ceux qui doutent de la légitimité des premières condamnations. Toutefois, cet interlocuteur extérieur ne peut pas immédiatement inverser la dynamique collective déjà installée, mais il commence à semer les graines d'une remise en question des pratiques antérieures. Le rôle des représentants extérieurs ne se limite pas seulement à la fonction judiciaire. Ils représentent aussi l'autorité de la couronne et du gouverneur de la colonie, et leur intervention répond à une préoccupation plus large concernant la stabilité sociale et politique de la région. En effet, ces procès retentissants menacent d'ébranler non seulement la confiance interne entre voisins, mais aussi la réputation de la Nouvelle-Angleterre auprès des autorités centrales. Leur présence témoigne d'une volonté claire de contenir la crise avant qu'elle ne dégénère davantage. La communication avec les autres institutions et l'application d'une ligne de conduite cohérente deviennent alors prioritaires, avec pour objectif d'assurer un retour à la normale. Ces nouveaux juges imposent également des règles plus strictes contre les méthodes employées lors des interrogatoires. Ils refusent d'admettre comme preuve les preuves spectrales, c'est-à-dire les apparitions ou visions supposées des esprits. Ce concept, central dans les premières accusations, est désormais considéré comme trop subjectif et dangereux pour garantir un procès équitable. Par ce geste, les autorités extérieures redéfinissent ainsi les limites acceptables de l'enquête judiciaire, mettant fin à une forme d'arbitraire qui avait permis la multiplication rapide des condamnations. Cette réorientation légale est un facteur clé dans le ralentissement progressif des mises en accusation et dans la libération de plusieurs prisonniers détenus sans preuve solide. Le spectre des exécutions commence à se réduire grâce à cette intervention. Les juges extérieurs soutiennent que la peine capitale doit être appliquée uniquement en cas de preuves matérielles et évidentes,
ce qui implique une retenue plus grande dans la décision finale. Ils insistent aussi sur le droit à la défense pour les accusés, une nouveauté qui n'était pas systématiquement respectée auparavant. Le poids de la tradition judiciaire anglaise, respectueuse des droits individuels, vient ainsi contrebalancer l'impulsion émotionnelle qui dominait jusqu'ici. Ce retour à une procédure plus orthodoxe entraîne la remise en liberté progressive de plusieurs personnes dont la culpabilité n'a pu être démontrée sans ambiguïté. Parallèlement, l'opinion publique commence à évoluer sous l'influence de ces changements. Les habitants de Salem et des environs, qui avaient été encouragés à dénoncer leurs voisins par crainte ou enthousiasme, réalisent peu à peu les dangers de ce climat. La peur d'être accusé à tort infuse un doute général au sein de la communauté, et les autorités extérieures profitent de cet état de fait pour renforcer leur contrôle moral et judiciaire sur la population. Cette démarche incite à la prudence et à la réflexion, permettant une respiration plus calme après plusieurs mois d'angoisse collective, souvent exacerbée par la rumeur et l'exagération. Le gouverneur lui-même s'engage dans ce processus de pacification. Conscient des excès commis et des divisions internes, il ordonne une révision des procès déjà tenus et suspend temporairement les nouvelles mises en accusation. Cette décision, loin d'être anodine, contribue à ralentir la spirale punitive et à instaurer une période de remise en question. Les représentants du gouvernement colonial collaborent étroitement avec les juges pour assurer que la justice reste impartiale et conforme aux principes attendus dans une société fondée sur des lois établies. Le retour à un équilibre juridique devient ainsi l'objectif prioritaire pour reprendre le contrôle de la situation. L'action de ces autorités extérieures n'est cependant pas accueillie uniformément. Certaines factions locales perçoivent cette intrusion comme une ingérence, un défi à leur autonomie ou même un signe d'abandon. Pourtant, l'ensemble des faits montre que sans cette intervention, la tragédie aurait pu s'aggraver, avec des conséquences encore plus graves pour la communauté. Leur rôle est d'apporter une modération nécessaire, non pas d'anéantir totalement les croyances locales sur la magie, mais de freiner l'utilisation abusive de ces convictions dans le cadre d'un système judiciaire. Cette nuance est essentielle pour comprendre la complexité de la dynamique qui s'installe à ce moment. Les archives témoignent aujourd'hui de plusieurs séances où les juges extra-régionaux contestent ouvertement la validité de certains témoignages et méthodes employées dans les jugements précédents. Ils prônent une évaluation plus rigoureuse des preuves, mais aussi une éthique renouvelée du rôle judiciaire. Cette transition délicate entre peur irrationnelle et justice mesurée caractérise cette phase finale des procès de Salem. La société locale se trouve à la croisée des chemins entre maintien des traditions et intégration de normes légales adaptatives. Fruit d'une évolution historique complexe, ce changement marque la fin progressive de l'épisode d'obsession collective. Enfin, l'intervention des autorités extérieures ouvre la voie à une réflexion plus large dans la région. Elle incite à documenter ces événements, à les analyser sous un angle critique pour éviter leur répétition. La tragédie des procès de Salem devient ainsi un objet d'étude et un rappel des dangers liés à la peur collective amplifiée par la justice humaine. Ce constat, tout en restant en accord avec les faits, souligne la nécessité d'une vigilance constante pour préserver un équilibre entre foi, raison et droit. Ce nouvel éclairage permet de mieux appréhender le poids historique et moral que cette période a laissé en héritage, préparant en douceur l'examen des conséquences ultérieures de cette crise. La fin des procès et les conséquences immédiates. Les procès des sorcières de Salem ont pris fin dans un contexte de controverses grandissantes et de remise en question de la légitimité des accusations. Après plusieurs mois d'incertitude et de chaos, les autorités ont commencé à douter des méthodes utilisées pour déterminer la culpabilité, notamment l'utilisation de témoignages fondés sur des visions et des confessions obtenues sous pression. La réprobation publique a contribué à un ralentissement progressif des procédures judiciaires, marquant une étape importante dans la résolution de cette crise. Les premières décisions visant à mettre un terme à la persécution sont survenues après que des membres influents de la société locale, ainsi que des responsables religieux,
ont attiré l'attention sur l'absence de preuves tangibles et la nature douteuse des témoignages. Cette prise de conscience a conduit à l'intervention du gouverneur, qui a suspendu les arrestations et ordonné la libération conditionnelle des accusés les moins compromis. Le pouvoir judiciaire s'est trouvé confronté à la nécessité de restaurer un climat de confiance et de paix dans une communauté profondément divisée. Parmi les mesures notables, on souligne la révision des critères d'admissibilité des témoignages en cours, ainsi que la limitation des instances judiciaires à entendre seulement des preuves matérielles fiables. De cette manière, les pratiques antérieures reposant sur des éléments subjectifs et non vérifiables ont été condamnées à disparaître, marquant un tournant décisif dans la justice coloniale de la Nouvelle-Angleterre. Cette réforme est apparue comme une réponse aux graves erreurs commises durant les mois d'accusations massives. La fin des procès a eu des répercussions multiples sur la société locale, qui a dû affronter les conséquences humaines et sociales d'une période d'hystérie collective. Les familles des victimes, souvent ruinées et stigmatisées, ont entrepris le difficile processus de recomposition, tandis que l'opinion publique a évolué vers une forme de regret et de remise en question des certitudes précédentes. Cette période a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective du territoire, influençant les réflexions juridiques et sociales à venir. En parallèle, l'impact sur les institutions religieuses et politiques n'a pas été négligeable. Certaines figures cléricales, ayant soutenu au départ la chasse aux sorcières, se sont vues critiquées pour leur rôle dans la propagation de la peur et des accusations. Cette controverse a provoqué une réévaluation de la place de la religion dans la gestion des affaires publiques et judiciaires, incitant à une séparation plus claire des sphères spirituelles et administratives. Les débats nés à cette époque ont contribué à façonner une société plus prudente face aux superstitions. L'héritage des procès de Salem se manifeste également par une prise de conscience progressive des dangers liés à l'injustice de masse et à la manipulation sociale. La communauté a été poussée à adopter des mécanismes visant à prévenir le retour d'une telle tragédie. Des procédures plus strictes, des garanties légales renforcées et une vigilance accrue face aux accusations infondées ont été instaurées au fil des années suivantes. Cette évolution marque une étape fondamentale dans la maturation du système judiciaire colonial. Il est important de noter que cette clôture des procès s'est faite sans effacer complètement les traumatismes vécus ni les fractures sociales causées. La méfiance entre voisins, les rancunes et les tensions perduraient, illustrant la complexité de la reconstruction d'un tissu communautaire après un épisode aussi dévastateur. Les récits transmis oralement ont gardé vivante la mémoire des événements, contribuant à l'établissement d'un dialogue critique vis-à-vis du passé. Enfin, la postérité des procès est marquée par une réflexion historiographique qui cherche à replacer ces événements dans leur contexte culturel et politique. Les spécialistes ont mis en lumière les facteurs multiples et imbriqués qui ont conduit à la chasse aux sorcières, soulignant le rôle de l'incertitude quant aux rôles sociaux, des conflits de pouvoir et des tensions religieuses. Cette approche a permis de dépasser une lecture simpliste et moraliste pour comprendre les mécanismes d'une crise collective. Cette compréhension renouvelée facilite la lecture des implications profondes que les procès ont eues sur la conception de la justice et de la société dans la Nouvelle-Angleterre. La fin des procès a ouvert la voie à une réflexion plus lucide sur les limites des systèmes judiciaires face aux pressions populaires et sur la nécessité d'équilibres institutionnels solides pour assurer la protection des droits individuels. Ces événements ont aussi généré un impact culturel durable, inspirant depuis des générations des œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques qui explorent la nature humaine et ses réactions face à la peur et au pouvoir. Le procès des sorcières de Salem reste ainsi une source d'analyse pour mieux comprendre les enjeux de société, les dérives possibles et les moyens d'y remédier. La critique des témoignages fondés sur des preuves spirituelles, le rejet progressif des méthodes coercitives utilisées et la réforme des pratiques judiciaires ont constitué des points tournants dans l'histoire de la justice coloniale, attestant d'une capacité d'autocritique et d'adaptation aux erreurs du passé. Cette évolution s'est révélée essentielle pour prévenir des récidives de persécutions semblables.
La décrue de l'hystérie collective a été facilitée par l'intervention de personnalités éclairées qui, en prônant la prudence et le respect des procédures, ont contribué à apaiser les tensions. Leur rôle a été déterminant dans le passage d'une justice partiale vers une justice plus équilibrée, respectant la présomption d'innocence et la protection des accusés. Ainsi, la conclusion des procès a scellé une étape délicate, non seulement pour les individus directement impliqués, mais aussi pour toute une communauté en quête de réconciliation et de justice. Les décisions prises ont amorcé un processus de reconstruction à la fois juridique et sociale, témoignant d'une volonté de tirer les leçons des excès passés. Cet épisode tragique et ses conséquences immédiates ont profondément influencé la perception de la justice coloniale, soulignant la nécessité d'une vigilance constante face aux dérives judiciaires motivées par la peur et les préjugés. La nouvelle orientation du système judiciaire a été un facteur clé pour restaurer l'ordre et la confiance, indispensables à la paix sociale. Le rétablissement progressif d'un climat apaisé a permis d'envisager un avenir où les mécanismes légaux seraient mieux protégés contre les pressions populaires et les sentiments irrationnels, renforçant ainsi la stabilité politique et sociale dans la région. Ces évolutions, tout en lentes, ont marqué un progrès significatif dans la gestion des affaires publiques. Cette période d'après-procès a également été caractérisée par une introspection collective qui a permis à la communauté de faire le point sur ses valeurs et ses pratiques. La nécessité de ne pas reproduire les erreurs du passé a conduit à une réévaluation des systèmes éducatifs, religieux et juridiques dans le but de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle et une justice plus éclairée. Par ailleurs, les familles des personnes accusées, bien que souvent laissées à l'abandon dans l'immédiat, ont reçu, avec le temps, des compensations et des réhabilitations symboliques témoignant d'une reconnaissance officielle des injustices commises. Ce processus de réparation, long et complexe, renforce l'idée que la société a su prendre conscience des erreurs commises. Le souvenir de cette époque trouble reste un rappel constant des dangers inhérents à la peur collective et de l'importance d'un système judiciaire indépendant et rigoureux. La mémoire de ces épreuves alerte contre les dérives potentielles et incite à défendre les principes fondamentaux de justice et de respect des droits humains. L'histoire de la fin des procès et de ses conséquences immédiates offre ainsi une leçon précieuse sur la nécessité d'équilibrer les forces sociales, politiques et judiciaires pour éviter la répétition de telles tragédies. C'est un témoignage de la capacité d'une société à apprendre et à évoluer à partir de ses erreurs, pour construire un avenir plus juste et apaisé. Le regard porté sur cette période reste empreint d'une certaine tristesse mêlée à une forme d'espérance, celle qu'une meilleure compréhension des mécanismes historiques évitera des drames similaires. Les procès de Salem demeurent un sujet d'étude et de réflexion aux dimensions universelles. Ce récit met en lumière que la fin des procès ne signifie pas simplement la cessation des arrestations, mais inaugure une phase de reconstruction intérieure et sociale. Cette étape était nécessaire pour restaurer les fondations d'une coexistence pacifique et d'une justice équilibrée. Les conséquences immédiates ont également influencé le développement des institutions locales, favorisant une plus grande rigueur dans les procédures et une vigilance accrue contre toute forme d'abus de pouvoir ou de manipulation collective. Ces changements ont contribué à prévenir des tensions similaires dans le futur. Les archives et les témoignages recueillis après les procès ont permis aux historiens d'établir un diagnostic plus précis des causes et effets de cette crise. Ils présentent un tableau nuancé, mêlant facteurs religieux, sociaux et politiques, enrichissant la compréhension globale de cet épisode historique. Enfin, cette période a renforcé l'importance du dialogue communautaire et de la prudence dans les jugements collectifs, encourageant la mise en place de structures, favorisant la médiation et la réflexion avant toute prise de décision extrême. Ces apprentissages ont profondément marqué la société new-englandaise. La transition vers une justice plus rationnelle et respectueuse des droits est souvent perçue comme l'une des principales réalisations postérieures à ces événements.
attestant d'une progression notable dans le droit colonial et d'une meilleure prise en compte des réalités humaines. En résumé, la fin des procès et leur retombée immédiate constituent une étape majeure dans l'histoire des chasses aux sorcières, révélant la complexité des dynamiques en jeu et la capacité d'une société à se reconstruire après une période de grave dérive. Cet épisode invite à une réflexion toujours renouvelée sur les rapports entre pouvoir, peur et justice, et sur la manière dont les sociétés peuvent cultiver la sagesse pour éviter la répétition des excès historiques. Le chemin vers la reconnaissance officielle des erreurs et la réparation des dommages a été long, mais essentiel à la restauration de la confiance et à la cohésion sociale, soulignant l'importance d'une mémoire lucide et partagée. Ainsi, le souvenir de ces procès continue d'influencer la pensée juridique et éthique contemporaine, rappelant que la vigilance et l'humanité sont indispensables pour préserver la justice. La perspective offerte par cette période de transition permet de comprendre les subtilités des mécanismes judiciaires et sociaux et souligne la nécessité de perpétuer ces enseignements dans la société actuelle. Avec ces éléments en tête, il devient possible d'aborder la suite de cette histoire, qui s'intéresse plus particulièrement à l'évolution à long terme des perceptions et des reconstructions engagées après la tempête judiciaire qu'a représentée la chasse aux sorcières, la mémoire collective et l'évolution de l'historiographie. Au fil des siècles, les événements tragiques de Salem ont suscité une fascination continue, oscillant entre une sombre leçon historique et un mythe aux multiples facettes. Cette affaire, qui s'est déroulée dans la Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle, illustre comment la peur collective peut bouleverser le cours d'une communauté. L'interprétation de ces procès est longtemps restée façonnée par les perspectives souvent simplistes d'observateurs extérieurs, avant que l'historiographie ne prenne en compte des contextes sociaux, religieux et politiques plus larges. Ces évolutions montrent combien la mémoire de Salem est un creuset d'enjeux sur la vérité, la justice et la lutte contre les préjugés. Initialement perçus comme une manifestation évidente de la lutte entre le bien et le mal, les procès de Salem furent longtemps réduits à une simple chasse aux sorcières motivée par la superstition et la peur irrationnelle. Cependant, cette lecture s'est complexifiée quand les historiens ont commencé à explorer les tensions internes à la jeune colonie, notamment les conflits de pouvoir, les rivalités économiques et la pression sociale qui ont pu exacerber la psychose. Ces analyses précises ont permis de comprendre que les accusations de sorcellerie étaient moins le fruit de croyances magiques isolées que le révélateur d'un malaise profond au sein de la société puritaine. Par ailleurs, la culture populaire a largement contribué à façonner l'image de Salem en instaurant un imaginaire mêlant terreur fantastique et dénonciation morale. Dès le XIXe siècle, des dramaturges et écrivains comme Arthur Miller ont contribué à immortaliser ces événements sous un angle symbolique, notamment dans des œuvres qui dénoncent les dérives idéologiques et les dangers des persécutions injustifiées. Cette vision a donné à Salem une résonance universelle, transformant une série de procès en une allégorie sur la condition humaine, la peur et le pouvoir de la parole. Les recherches contemporaines continuent de revisiter ce passé, intégrant de nouvelles sources et méthodes interdisciplinaires. L'approche historique moderne s'appuie désormais sur l'étude rigoureuse des archives judiciaires, des récits de témoins et des analyses anthropologiques pour reconstruire un tableau plus nuancé de la société coloniale. Ces travaux révèlent notamment l'importance du rôle des structures patriarcales, ainsi que la marginalisation de certaines catégories sociales, qui ont souvent été ciblées dans le cadre des accusations. Ils montrent aussi que cette hystérie collective s'est inscrite dans un contexte plus large de crise identitaire et de difficultés d'adaptation dans un environnement hostile. L'héritage de Salem dépasse donc le simple fait historique pour devenir un objet d'étude sur la mémoire et la façon dont les sociétés traitent leur traumatisme. Cette mémoire évolue avec les interprétations successives, oscillant entre commémoration, spectacle et réflexion critique. L'histoire de Salem
invite à une vigilance constante face aux mécanismes de persécution qui peuvent se reproduire sous d'autres formes et souligne l'importance du devoir de mémoire dans la prévention des injustices. Ainsi, elle nourrit une conscience collective qui s'enrichit sans cesse des débats et des recherches nouvelles. Le récit de Salem a également influencé le champ juridique en posant des questions fondamentales sur les droits individuels, la présomption d'innocence et la nécessité d'un procès équitable. Les erreurs judiciaires commises lors de ces procès sont devenues des symboles de ce qu'il faut éviter dans l'application de la justice. Cette perspective a conduit à une réflexion sur les limites de la preuve et la fragilité des procédures dans un contexte de peur et de pression sociale, soulignant la place cruciale de la raison et de la preuve objective dans le droit moderne. Enfin, la construction symbolique des sorcières comme figures du mal met en lumière les mécanismes d'exclusion et de stigmatisation qui traversent les sociétés. Ce processus a souvent visé des femmes marginalisées en raison de leur statut ou de leur comportement, renforçant des schémas discriminatoires. L'étude de ces dynamiques dans le cadre salémite contribue à mieux comprendre comment les crises peuvent exacerber les clivages sociaux et générer des boucs émissaires. Elle ouvre la voie à une analyse plus large des rapports de genre et de pouvoir dans les communautés humaines. En définitive, la mémoire collective de Salem n'est pas figée. Elle se construit et se transforme au gré des découvertes, des interprétations et des contextes culturels. Ce mouvement perpétuel entre passé et présent rend hommage à la complexité de l'expérience humaine, confrontée à la peur et à la quête de sens. Il montre que derrière le symbolisme apparent se cache une réalité historique riche et complexe, dont la compréhension nécessite une approche attentive et multidimensionnelle. Ce legs invite à poursuivre la réflexion en intégrant pleinement les enjeux sociaux, culturels et politiques qui ont façonné cette page sombre de l'histoire américaine. Ainsi, la narration de Salem devrait toujours encourager une distance critique et un regard lucide sur la manière dont les sociétés peuvent manifester leur peur à travers les jugements rapides et les exclusions, tout en conservant l'humilité nécessaire face à la diversité des interprétations. Cette approche contribue à faire de Salem non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un terrain fertile pour l'analyse des mécanismes collectifs qui influencent les comportements humains à travers le temps. La connaissance ainsi acquise prépare naturellement à l'examen des conséquences plus larges de cette tragédie, en particulier sur la culture et la société américaine postérieure. Les leçons historiques tirées de la tragédie. Les événements survenus à Salem à la fin du XVIIe siècle représentent un épisode marquant de l'histoire américaine, illustrant comment la peur sociale et les mécanismes de la justice peuvent conduire à des conséquences tragiques. En 1692, une série de procès s'est engagée, visant des habitantes et habitants accusés de pratiquer la sorcellerie. Cette période, connue sous le nom de chasse aux sorcières de Salem, témoigne d'une hystérie collective qui a transformé une communauté soudée en un théâtre de suspicion et de condamnation. L'ampleur des accusations était telle que presque toutes les strates de la société furent touchées, allant des jeunes filles aux personnes âgées. L'angoisse ambiante alimentait des suspicions mutuelles qui débordaient dans les sphères judiciaires. Les acteurs judiciaires, souvent influencés par des croyances religieuses rigides et le contexte politique instable, ont contribué à renforcer ce climat de peur. Les procès eux-mêmes étaient marqués par des procédures qui, vues sous un angle moderne, ne respectaient pas les principes fondamentaux du droit. Il convient de rappeler que les témoignages utilisés pour condamner les prévenus reposaient fréquemment sur des preuves indirectes telles que les visions, les confessions arrachées sous pression ou les comportements interprétés comme inquiétants. Ce système judiciaire manquait de garanties essentielles telles que la présomption d'innocence ou la possibilité d'un contre-interrogatoire efficace. La crainte du mal invisible, associée à la magie supposée, nourrissait un cercle vicieux où l'accusation se suffisait souvent à elle-même pour justifier une peine grave. Le rôle des croyances religieuses dans ces événements ne peut être sous-estimé. La Nouvelle-Angleterre de cette époque
était profondément imprégné du puritanisme, une doctrine prônant une moralité stricte et une attention constante à la lutte contre le mal. La sorcellerie y était perçue comme une menace non seulement pour la communauté, mais également pour l'ordre divin. Dans ce cadre, les autorités civiles et religieuses concouraient à purifier la société des influences démoniaques, ce qui légitimait, aux yeux de beaucoup, les méthodes employées lors des procès. Les conséquences humaines ont été dévastatrices. 20 personnes environ furent exécutées. Certaines par pendaison, d'autres par des moyens plus cruels en fonction des circonstances. D'autres encore furent emprisonnés, leur vie ainsi bouleversée par une accusation souvent infondée. Les familles furent brisées, la confiance sociale gravement entamée et un climat de méfiance s'installa durablement. Cette période est ainsi un exemple poignant des dangers de la peur collective et des erreurs judiciaires motivées par des émotions plutôt que par des faits solides. Avec le recul, les historiens ont tenté de comprendre les raisons profondes de cette hystérie. Parmi les hypothèses avancées, on trouve la pression sociale liée à l'instabilité économique, les différents fonciers entre familles, ainsi que des influences psychologiques comme le stress provoqué par les conditions de vie difficiles. L'interprétation de phénomènes naturels ou médicaux inconnus à l'époque, parfois attribués à des interventions surnaturelles, a également nourri ces accusations. Cette conjonction de facteurs spécifiques explique la durabilité et l'intensité de cet épisode tragique. L'étude de ces procès a permis de dégager des enseignements fondamentaux concernant la justice et la société. Parmi ceux-ci, l'importance de garantir des procédures équitables et basées sur des preuves tangibles se détache clairement. La protection des droits individuels face à la pression collective et la nécessité d'éviter les préjugés sont d'autres leçons importantes qui résonnent encore aujourd'hui dans les systèmes judiciaires modernes. La méfiance envers la rumeur et l'exigence de méthodes rigoureuses pour établir la vérité apparaissent ainsi comme des acquis indispensables issus de cette tragédie. Sur le plan social, l'événement met en lumière les mécanismes par lesquels la peur peut se propager et déformer la réalité. La panique collective possède un pouvoir d'amplification souvent sous-estimé, qui peut engendrer des réactions disproportionnées et injustes. Les procès de Salem sont ainsi un cas d'école de manipulation sociale, où des causes profondes ont été exploitées pour justifier des actions extrêmes. Ils rappellent les risques liés à la surveillance permanente d'un supposé ennemi intérieur et à la stigmatisation d'individus ou de groupes. L'héritage culturel de cette histoire reste vivace, alimentant des débats sur la manière de prévenir de telles dérives. La mémoire des victimes et la reconnaissance des erreurs commises constituent une étape nécessaire pour honorer la vérité et affirmer les valeurs démocratiques. Des monuments, des études historiques approfondies et des œuvres artistiques ont contribué à maintenir vivante cette réflexion. La prise de conscience collective a évolué, privilégiant aujourd'hui la vigilance contre les dérives de la peur et la promotion d'une justice éclairée. Il est également intéressant de noter que cette tragédie a influencé la littérature, le cinéma et l'imaginaire populaire, offrant une matière riche pour questionner les rapports entre pouvoir, superstition et société. Ce phénomène dépasse largement le cadre local pour toucher des problématiques universelles liées à la condition humaine et aux réactions face à l'inconnu. La transmission de cette histoire invite donc à la prudence dans l'interprétation des événements et à l'ouverture d'un dialogue critique sur le passé. En synthèse, les procès de Salem constituent une leçon historique majeure sur les dangers combinés de la peur, de la rumeur et des jugements hâtifs. Leur étude éclaire les fragilités des systèmes humains entrelacés dans des contextes culturels spécifiques. Elle souligne l'importance d'une justice fondée sur le respect des droits et des garanties procédurales, ainsi que le rôle primordial de la raison et de l'esprit critique dans la vie collective. Ces enseignements participent au cheminement vers une société plus juste et plus humaine. Cette réflexion conduit naturellement à envisager comment les sociétés ont évolué pour mieux gérer les conflits entre croyances, pouvoir institutionnel et individualité, sujet qui sera abordé dans la prochaine partie de notre exploration historique.
L'héritage contemporain de Salem. Dans la culture et la société, l'histoire des procès des sorcières de Salem occupe une place singulière dans la mémoire collective de la société américaine, s'étendant bien au-delà de la simple évocation d'une tragédie historique. Cet événement survenu à la fin du XVIIe siècle continue d'influencer de nombreuses facettes de la culture contemporaine, offrant un sujet de réflexion sur la nature humaine, le pouvoir de la peur et les limites de la justice. La résonance de ces procès se manifeste autant dans les manifestations culturelles que dans les débats sociaux. La ville de Salem, longtemps associée à cette chasse aux sorcières, a su tirer de cet épisode sombre une forme de reconnaissance internationale. Le tourisme y joue un rôle majeur, puisque de nombreux visiteurs se rendent sur place pour découvrir les lieux historiques liés au procès. Musées, monuments et circuits guidés offrent une plongée dans cette période troublée, contribuant à la préservation du souvenir, tout en favorisant une approche didactique. Cette vocation touristique est nourrie par un mélange d'intérêt historique et d'attrait pour le mystère. Par ailleurs, les commémorations annuelles organisées à Salem témoignent de la volonté de ne pas oublier les erreurs du passé. Ces événements servent à honorer la mémoire des victimes, tout en incitant à la vigilance face aux mécanismes d'exclusion et d'intolérance. Ils reflètent également une volonté collective de réconciliation avec une histoire douloureuse, en reconnaissant les responsabilités et en valorisant les principes de justice et de dignité humaine. Sur le plan culturel, les procès des sorcières ont donné naissance à un nombre important d'œuvres artistiques et littéraires. Des pièces de théâtre aux romans, en passant par les films et les séries télévisées, ce sujet continue d'inspirer les créateurs. Ces productions reflètent souvent les préoccupations contemporaines, en mettant en lumière les dangers liés aux préjugés, à la désinformation et à l'abus de pouvoir. Elles participent ainsi à maintenir vivant le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Le rôle des procès dans les discussions sur la liberté de croyance et la superstition demeure également un point central. L'épisode de Salem illustre les conséquences dramatiques que peut engendrer l'adhésion aveugle à des convictions irrationnelles. Cette leçon historique incite à une réflexion approfondie sur le respect des droits fondamentaux et sur la nécessité d'une pensée critique face aux idées reçues. Elle souligne l'importance de protéger les individus contre les persécutions motivées par la peur et la suspicion. En milieu académique, les procès de Salem continuent de susciter un intérêt considérable. Nombreux sont les chercheurs qui analysent les facteurs sociaux, religieux et politiques qui ont conduit à cette hystérie collective. Ils s'efforcent de comprendre comment un contexte marqué par l'incertitude et les tensions peut favoriser la propagande et la répression. Ces études enrichissent la connaissance historique et contribuent à mieux cerner les mécanismes à l'œuvre dans d'autres situations similaires. L'héritage des procès s'exprime aussi à travers les débats contemporains sur la justice et la légalité. Ces événements rappellent l'importance de procédures équitables, de preuves solides et de la présomption d'innocence. Ils démontrent ce que peut signifier le renoncement à ces principes dans une société organisée. À travers cet héritage, s'instaure une vigilance quant au respect des droits humains et une critique de l'autoritarisme. Une autre dimension importante réside dans les réflexions sur la place des femmes dans la société. Les procès de Salem ont touché majoritairement des femmes perçues comme déviantes ou indépendantes, ce qui met en évidence les dynamiques patriarcales et les mécanismes de contrôle social. Ce point est souvent abordé dans les études féministes, qui analysent comment la peur du pouvoir féminin a pu alimenter cette persécution. Il enrichit les débats sur l'égalité et sur la reconnaissance des diversités. Les traces laissées par cet épisode historique sont aussi palpables dans la toponymie et le folklore local. Certains noms de lieux et certaines traditions populaires perpétuent les souvenirs des procès, mêlant légendes et faits historiques. Cette dimension culturelle témoigne d'un processus complexe où histoire et imagination collective se nourrissent mutuellement, offrant une richesse symbolique à la région. Elle contribue également à la construction d'une identité locale. En somme, la mémoire des procès des sorcières de Salem est loin d'être figée.
Elle est un témoignage vivant qui invite à une connaissance critique du passé tout en nourrissant les réflexions sur notre époque. Cet événement illustre la manière dont l'histoire peut influencer la culture, la société et la conscience collective. Il rappelle que la compréhension des erreurs passées est indispensable pour bâtir un avenir plus juste et plus éclairé. Ainsi, l'héritage contemporain de Salem dépasse le cadre d'un simple fait historique pour s'inscrire dans une dynamique plus large. Il continue de stimuler le dialogue sur des questions universelles telles que la peur, la justice, la liberté et la mémoire. Cette influence multiple montre combien le passé, même dans ses aspects les plus sombres, peut être une source de sagesse et de vigilance pour les générations présentes et futures. La réflexion se poursuit naturellement en explorant les répercussions de ces procès sur la société actuelle, ainsi que les leçons qui en découlent.